a eu l'occasion de mettre le maillot ensemble et de pousser ensemble dans les mêmes mêlées une paire de fois ça quand compte. on était plus jeune. Et ça compte, parce que les choix professionnels, c'est des choix d'hommes. Et lorsque on sait qu'on va pouvoir trouver un environnement professionnel avec lequel on s'entend, c'est-à-dire qu'on partage des valeurs, qu'on partage des convictions, c'est extrêmement important. Et ce dont j'étais certain en rejoignant Generali et Philippe Donnet, c'est que je retrouvais ces valeurs-là et ces convictions. Et pour moi, c'était extrêmement important. Ça a toujours été à la source de ma motivation professionnelle. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez En Terrain Conquis, le podcast qui donne la parole aux sportifs professionnels d'hier et d'aujourd'hui qui ont aussi conquis le terrain du business. Et pour ce nouvel épisode, je change un peu les règles. Après avoir reçu des sportifs pros qui se sont lancés dans l'entrepreneuriat, j'ai choisi cette fois de raconter l'histoire d'un grand chef d'entreprise qui est venu au rugby et a bâti un pont solide entre les mondes du business et de l'Oval via le rugby club qu'il préside. Je reçois Jean-Laurent Granier. Bonjour Jean-Laurent. Bonjour. Comment ça va en ce début d'année 2024 ? Ça démarre fort. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je rappelle que vous pouvez soutenir En Terrain Conquis en lui mettant la meilleure note sur votre plateforme d'écoute préférée, en vous abonnant aux pages Instagram et Twitter du podcast et bien sûr en contribuant à son développement grâce à sa page participative Tipeee, tipeee.com/en-terrain-conquis. Votre soutien est capital. Jean-Laurent, merci d'avoir accepté mon invitation, car si nos auditeurs ne le savent pas, tu es directeur général de Generali France, qui est une des plus grosses entreprises d'assurance en France, et aussi vice-président de Generali Espagne. Alors, c'est très identifié Generali, notamment ici pour les Parisiens qui ont l'habitude de voir le ballon Generali, donc c'est quelque chose qui parle à tout le monde. Ah oui, le ballon Generali, c'est un de nos emblèmes. C'est la preuve de notre implication dans la recherche pour la qualité de l'air, dans la durabilité. C'est un investissement important pour nous. C'est un partenariat aussi avec le CNRS. C'est du travail sur les particules fines, sur la pollution, sur comment améliorer les choses en milieu urbain. Et puis c'est un bel objet, ce ballon captif avec le logo Generali qui surplombe la région parisienne et qui est bien connu maintenant. Et alors je l'ai dit, pas mal de casquettes. Tu es également à la tête d'une institution parisienne, le Rugby Club, qui est, pour faire simple, un club privé regroupant des chefs d'entreprise et des hommes et des femmes d'affaires réunis autour d'une passion commune qui est le rugby. Ça, c'est entre autres, puisqu'il y a d'autres casquettes. J'en ai certainement oublié quelques-unes, des activités annexes. Autant dire que tes journées sont plutôt très bien remplies. Donc merci d'avoir trouvé une petite place dans ton agenda pour répondre à mes questions. Avec plaisir. Et là, ceux qui ont l'habitude de nous écouter se disent tiens, c'est bizarre, et ils n'invitent pas un sportif professionnel ou un ancien sportif professionnel. Et en effet, tu n'as pas vécu du sport en tant que sportif, mais pourtant ta présence dans ce podcast, elle est légitime. Et oui, En Terrain Conquis, comme je le dis en prélude, donne la parole aux sportifs professionnels d'hier et d'aujourd'hui qui ont aussi réussi dans le business et qui pour beaucoup ont eu assez vite la vocation de l'entrepreneuriat. Et je trouve intéressant pour une fois de renverser un peu la table en racontant le parcours de quelqu'un qui a été et toujours plus que jamais un grand chef d'entreprise et qui a également eu très tôt la passion du rugby. On en parlera, et qui, cerise sur le gâteau, œuvre pour rapprocher le monde du rugby et celui de l'entreprise, comme tente de le faire à sa modeste échelle ce podcast. Donc c'est très légitime, je trouve. J'ai assez parlé pour ma part, Jean-Laurent. J'ai pour l'habitude de demander à mes invités quand ils se sont imaginés pour la première fois faire carrière dans leur sport. Toi, quand est-ce que tu t'es dit, un jour, je serai dirigeant d'une grande entreprise ? Alors ça, c'est une bonne question. Déjà, pendant mes études, je jouais au rugby, je faisais du sport universitaire. J'ai beaucoup appris en termes d'esprit d'équipe, en termes de management. J'ai déjà été capitaine de mon équipe à de nombreuses reprises. Et donc, ma foi, quand j'ai terminé mes études, j'étais à la fois ingénieur et statisticien. Je me suis dit que le poste le plus intéressant sur un terrain, c'était numéro 8 et capitaine. Et dans une entreprise, c'est le fait de pouvoir diriger les équipes, donner le tempo, les écouter, les fédérer. Moi, finalement, le mot qui est le plus important, c'est fédérer. Fédérer les énergies des uns et des autres pour pouvoir les entraîner vers un objectif. Voilà. Donc, dès l'origine, dans l'entreprise, j'ai été intéressé par l'impact personnel qu'on peut avoir sur la vie de l'entreprise quand j'ai démarré. Et donc, le but absolu n'était pas de diriger l'entreprise, mais le but, c'était d'avoir de l'impact. Le but, c'était de pouvoir contribuer à la construction collective. Donc finalement, c'est beaucoup de choses qui résonnent avec le monde du rugby. Et ça m'a influencé dès le départ. Ça a influencé pas mal de mes choix, pas mal de mes décisions, la volonté de se sentir membre d'un collectif. Une entreprise, c'est comme une équipe de sport collectif. Et pour moi, le management, c'est un sport collectif. Donc c'est quelque chose que je porte en moi depuis le début.
Numéro 8 et capitaine, donc stratégique, déjà un poste stratégique. Je me suis toujours posé la question, et je pense que je ne dois pas être le seul dans ce cas, comment on accède à ce petit cercle de grands décideurs qui, quelque part, assurent le rayonnement économique du pays à travers le monde? Sans trahir de secret, j'imagine que le prérequis indispensable, c'est déjà un parcours académique d'excellence et bien ciblé. Alors oui, mais je crois que c'est pas justement indispensable. Ce qui compte, c'est ce qu'on démontre dans l'entreprise en termes de valeurs humaines, en termes de capacité de décision, mais aussi de capacité d'authenticité, de loyauté, de sincérité, de fidélité à ses convictions. Alors bien sûr, un parcours académique, ça aide. Moi, je pensais que dès le départ, c'était important d'avoir une compétence métier très marquée. C'est pour ça que j'ai fait une école de statistique et d'économie en tant que... J'avais fait Polytechnique avant, mais je me suis spécialisé assez vite et tout ça résonnait bien avec l'assurance. Et donc, si je suis dirigeant aujourd'hui, c'est aussi parce qu'il y avait une cohérence dans tout ça, parce que j'ai cherché à mieux comprendre, à être mieux investi, plus clair dans mes connaissances, dans mes compétences, par rapport à un secteur professionnel qui m'intéressait, qui est l'assurance. C'est un secteur professionnel qui est très proche de la société. Finalement, la compréhension des mécanismes de société est clé pour se faire une idée sur les réponses qu'on doit apporter face aux risques qui menacent la société tout entière. Alors pour la formation statistique, si j'ai bien fait mon travail, c'est l'ENSAE, l'École nationale de la statistique et de l'administration économique. En région parisienne, on a parlé de parcours académique, le tien prend ses origines dans le Grand Sud, et plus précisément dans la région de Montpellier, d'où cette poésie dans ta voix, avant de bifurquer vers la capitale et Polytechnique notamment. Est-ce que tu peux retracer en quelques lignes ce parcours? Je suis né à Montpellier, j'ai été élevé à Béziers. Dans mon lycée à Béziers, au lycée Jean Moulin, comme prof de sport, il y avait Raoul Barrière qui était l'entraîneur de la grande ASB. Et voilà, et donc on était bercés par les exploits de nos grands anciens, puisque la ASB a été champion de France pour la dernière fois en 1984. Moi, j'ai quitté Béziers en 1982 pour aller en classe préparatoire. Et après des classes préparatoires à Montpellier, au lycée Joffre, j'ai donc intégré Polytechnique. Et après le Sud, c'était la région parisienne et c'était les études. C'était aussi la découverte du monde militaire à Polytechnique, puisque c'est une école militaire. Et puis le besoin de se spécialiser tout en ayant toujours recherché un équilibre avec le sport, puisque finalement, l'avantage du sport universitaire, c'est qu'on peut vivre des émotions sur le terrain. On peut croiser des gens qui ont eux-mêmes fait leur carrière professionnelle, même s'ils sont des plus grands sportifs que vous. Et donc, j'ai côtoyé sur les terrains des gens comme Jean-Marc Lermé, par exemple, dans le même âge, qui était élève ingénieur aussi de son côté. Et donc, il y a pas mal de gens qui sont aujourd'hui à la fédération que j'ai pu connaître en sport universitaire. Voilà. Mais c'était sympa d'avoir cette connexion. Et puis ensuite, il a fallu passer à la vie active. J'ai lu que tes débuts professionnels ont été marqués par un stage chez GPA Prévoyance, qui est aujourd'hui une des branches de Generali. Alors, je ne sais pas si je schématise un petit peu, mais l'histoire est belle quand même. C'est vrai, j'ai fait ce qu'on appelle mon mémoire d'actuariat. Je travaillais au GPA, qui était un des groupes d'assurance français de l'époque et qui a été repris par Generali à la fin des années 90, au siècle précédent. Et donc, j'ai démarré là, j'ai découvert le métier de l'assurance. Là, j'ai démarré dans cette société, j'y suis resté un an. Et c'était le début. Et lorsque j'ai retrouvé le groupe Generali, il y a 7 ans, mais j'ai retrouvé aussi les noms de produits, les historiques de réseaux commerciaux, etc., que je connaissais à l'époque, quoi, longtemps avant, puisque c'était en 1989 et 90. Et voilà, et c'était le tout début de mon histoire dans l'assurance. Des bons souvenirs donc. Tes lettres de noblesse dans le monde de l'entreprise et de l'assurance, tu les as en revanche gagnées chez AXA, qui est un autre géant du secteur. Quand tu es entré dans la boîte en 1990, tu avais donc 24 ans. J'imagine que tu n'es pas passé directement par la case CEO, comme on dit. Certes pas, non. Quelles ont été tes évolutions dans l'entreprise? Est-ce que ça s'est fait par palier? Oui, ça s'est fait par palier. Donc en 1990, je suis rentré à l'UAP. L'UAP, c'était une des sociétés qui ensuite a été absorbée pour fabriquer ce qu'on connaît aujourd'hui du groupe AXA. Donc c'était une société française très importante à l'époque qui avait comme slogan numéro 1 oblige. Et j'ai commencé dans cette société comme cadre stagiaire. Alors j'aimais bien dire ça parce que dans nos sociétés d'assurance, on rencontrait des dirigeants qui étaient arrivés directement comme directeurs. Par exemple parce qu'ils avaient été hauts fonctionnaires avant, qu'ils avaient fait l'ENA ou je ne sais quoi. Et donc moi j'avais la fierté de dire que j'avais démarré comme cadre stagiaire. Même pas sûr d'être titulaire. Voilà. Et puis j'ai franchi les marches les unes après les autres pour
progressivement prendre des responsabilités, découvrir le métier, être attaché de direction. Et puis en 1996, ma route a croisé celle d'AXA qui a repris l'UAP. Et là, j'ai eu l'immense chance de côtoyer un très très grand chef d'entreprise qui s'appelle Claude Bébéard, qui était le créateur d'AXA et qui avait une vision pour ce métier. Et donc c'est chez AXA que je suis devenu directeur, pas CEO encore, mais directeur. Et petit à petit, j'ai élargi le champ de mes activités. J'ai participé à la transformation de l'entreprise de l'intérieur auprès d'un patron en France qui s'appelait François Pierson, qui est à la retraite aujourd'hui, mais qui est toujours actif et toujours président d'une association qui s'appelle l'AGP, une association importante. Et donc, François Pierson m'a pris comme numéro 2, on va dire, au sein d'AXA, et c'est comme ça que je me suis développé. Voilà. Et l'histoire se continue, puisque finalement, l'un des directeurs qui avait été mon patron chez AXA, qui s'appelle Philippe Donnet, il est devenu beaucoup plus tard président du groupe Generali pour le monde, et c'est lui qui m'a recruté ensuite il y a 7 ans chez Generali. Donc vous voyez, finalement tout ça c'est une histoire d'homme, hein. C'est comme dans les sports co, hein. L'entraîneur il fait venir les joueurs avec qui il a eu plaisir à fonctionner. J'allais le dire, ouais. Est-ce que pour toi, prendre la tête d'une des branches du groupe était une évolution et une ambition naturelle ou un peu à l'image d'une carrière sportive, ce sont les opportunités et les performances qui viennent nourrir au fil de l'eau ce type d'ambition ? C'est un peu les deux, je dois dire. C'est un peu les deux. Je ne sais pas si c'est lié à mon parcours qui faisait que j'avais été capitaine dans mon équipe universitaire de rugby, mais effectivement, je me disais qu'être à la tête de son activité, c'était quand même quelque chose qui était intéressant. Donc j'ai été à la tête de plusieurs activités chez AXA, hein. J'ai été le patron d'une grande zone géographique qui recouvrait toute l'Europe du Sud, tous les pays autour de la Méditerranée, y compris au Moyen-Orient et en Afrique, plus l'Amérique latine. Et donc, j'avais un collectif de 23 pays dont je m'occupais. Et ensuite, je suis passé chez Generali comme patron de la France et aujourd'hui, outre la France, vice-président de Generali Espagne et puis patron de toute une série d'activités internationales de grands risques et de relations avec les grandes entreprises ainsi que des activités d'assistance. Donc c'est venu au fil du temps. Quand on devient pour la première fois directeur d'une entreprise, de quelque chose, PDG, déjà quel est le processus et une fois acté, est-ce que c'est l'équivalent pour un sportif d'une première sélection en termes de sensations et de fierté ? Peut-être, oui. La première fois où on accède à un rôle de directeur général, donc où on a l'essentiel de la responsabilité d'une unité de l'entreprise, c'est un peu comme une première sélection, quoi. On se dit maintenant, il faut se débrouiller, il faut être capable de créer une vision et de fédérer une équipe autour de soi. Il faut donner quelques règles du jeu aussi, hein, pour que les gens qui bossent avec vous comprennent ce que vous attendez d'eux. Et puis, il faut se laisser le temps d'écouter, d'apprendre et de comprendre. C'est finalement ça qui est d'abord le plus important. Avant de jouer, il faut comprendre le plan de jeu, il faut comprendre les compétences avec lesquelles on va pouvoir composer, avec lesquelles on va pouvoir créer une stratégie. Et donc, je crois que la première démarche, c'est comme une première sélection, vous l'avez dit, c'est intéressant. La première démarche, c'est de comprendre le collectif dans lequel on arrive, de savoir anticiper ses réactions, de savoir comprendre ses attentes. Et donc, la première démarche, c'est l'écoute, c'est l'humilité. Et une fois qu'on a commencé à sentir de quoi ce collectif était fait, on peut apporter quelque chose pour permettre au collectif de se sublimer, ou permettre au collectif de catalyser son énergie. Et donc, j'aime bien la comparaison avec une sélection. Lorsqu'on a une première sélection en équipe de France, ou une première participation à un match du top 14, c'est pas ce jour-là qu'on va dire « ouais, moi je vais tout apporter, je vais tout changer ». Non, on doit d'abord comprendre, on doit d'abord apprendre, on doit d'abord être à l'écoute de son environnement pour voir ce que l'on peut apporter. Et même si on est impatient de démontrer, même si on est impatient d'apporter quelque chose, d'apporter sa patte, d'apporter sa marque, prendre le temps de l'écoute, prendre le temps de la découverte, de l'écoute des autres, de l'écoute des gens, c'est un temps extrêmement important. C'est le retour sur l'investissement qu'on fait en prenant ce temps, il est très significatif. Et je ne sais pas si c'est une recette, mais en tout cas, c'est ma propre manière de faire. Et je crois que c'est une manière qui aide à situer ces interventions au bon niveau. Alors après 26 ans de bons et loyaux services chez AXA, tu décides de changer d'horizon et de partir pour Generali, un peu à l'image d'un Fabien Galtier qui, après avoir fait l'essentiel de sa carrière à Colomiers, décide de changer d'air pour ses 2 dernières années de rugbyman au haut niveau. Il part au Stade Français. Il avait 32 ans, toi 50. Est-ce qu'on peut attribuer ce choix du changement à une envie de sortir de sa zone de confort, de se mettre en danger peut-être ? Oui, c'est vrai qu'il y a des moments où la vie dicte qu'il y a un changement d'environnement. J'avais connu des belles années chez
chez AXA. Il y avait l'esprit de son fondateur, Claude Bébéard, qui était extrêmement motivant. Et puis ensuite, le temps a passé, cet esprit s'est étiolé sans doute. Il fallait régénérer tout ça et je cherchais un endroit, un groupe où je retrouverais cette envie, cette motivation. Et c'est vrai que ça se voit par les gens qui font des choix de carrière. Hein. Tu citais Fabien Galtier, je connais bien Fabien, on a eu l'occasion d'échanger et c'est quelqu'un qui a fait des choix de carrière clairs. C'est aussi quelqu'un qui, je pense, a toujours porté en lui cette envie d'entraîner, cette envie d'apporter sa pierre à un édifice majeur, puisque aujourd'hui à la tête de l'équipe de France et on voit qu'il a tenu de très beaux succès. Il en obtiendra d'autres, j'en suis convaincu, avec l'équipe de France dans les temps qui viennent. Et donc, oui, il y a des moments où on sent qu'il faut aller régénérer la motivation et puis chercher un environnement où on peut pleinement apporter ce que l'on a apporté. Donc, après ce long passage chez AXA, il y a 7 ans, j'ai fait le choix de rejoindre Generali avec un magnifique challenge, une magnifique équipe et puis un esprit d'entreprise qui me convenait bien parce que c'était des gens qui cultivaient les valeurs du patrimoine, les valeurs de l'histoire, qui savaient d'où ils venaient et qui savaient où ils voulaient aller, en continuant à développer l'excellence dans un métier qui est l'assurance. Et c'est ça que j'ai eu plaisir à trouver ou à retrouver chez Generali en changeant de maillot. Tu l'as un petit peu effleuré tout à l'heure, mais je vais quand même te reposer la question. Est-ce que le fait que le PDG du groupe Generali, Philippe Donnet, ait un intérêt particulier pour le rugby, on va dire, a un peu compté dans ton choix aussi? Bien sûr. Il y a une chose qui est certaine, c'est qu'en rejoignant le groupe Generali dirigé par Philippe, j'étais certain de trouver des valeurs qui me convenaient en termes de collectif, en termes d'esprit d'équipe, en termes d'efforts collectifs, puisque Philippe a lui-même été un grand joueur de rugby, il a beaucoup joué, il a beaucoup appliqué dans la vie de l'entreprise ce qu'il avait appris sur les terrains. On a eu l'occasion de mettre le maillot ensemble et de pousser ensemble dans les mêmes mêlées une paire de fois ça quand compte. on était plus jeune. Et ça compte, parce que les choix professionnels, c'est des choix d'hommes. Et lorsque on sait qu'on va pouvoir trouver un environnement professionnel avec lequel on s'entend, c'est-à-dire qu'on partage des valeurs, qu'on partage des convictions, c'est extrêmement important. Et ce dont j'étais certain en rejoignant Generali et Philippe Donnet, c'est que je retrouvais ces valeurs-là et ces convictions. Et pour moi, c'était extrêmement important. Ça a toujours été à la source de ma motivation professionnelle. Et donc, je ne pouvais pas imaginer ma carrière professionnelle sans avoir cette bonne conjonction astrale entre un groupe et ses valeurs que je comprenne, et puis des forme de complicité intellectuelle, de complicité morale, éthique aussi, qui me va bien. Et c'est bien ça que j'ai pu trouver chez Generali avec Philippe Donnet. Et donc oui, le fait de s'être connu aussi à travers notre passion commune pour le rugby, notre engouement commun pour le rugby, ça a beaucoup compté parce que c'était une sorte de garantie. C'était une garantie que personne d'autre pouvait me donner. Et c'était même autant, parfois, il peut y avoir des individus sur lesquels on s'interroge parce qu'on ne les connaît pas, ou on ne sait pas d'où ils viennent, on ne sait pas ce qu'ils veulent, ou bien ils n'ont pas montré qu'est-ce qu'ils avaient envie de faire. Lorsque on a partagé, comme c'est le cas avec Philippe, la passion du rugby, on sait où on va. Voilà. Oui. Et moi, j'ai besoin de savoir où je vais. Et là, j'étais de ce point de vue-là complètement rassuré. Le rugby, ça fait une bonne transition avec la suite, puisque on va parler de l'autre facette de ta vie, où le rugby a quand même pas mal compté. Car si je me trompe pas, il n'a jamais été très loin, toi qui as grandi dans cette région du Midi, pendant l'apogée, tu l'as dit, du Grand Béziers. Donc c'est une atmosphère quand même qui dégage. Ah oui, c'était une atmosphère, parce que finalement Béziers, c'est une ville moyenne. C'était connu pour deux caractéristiques, le rugby et le vin, puisqu'il y avait beaucoup de producteurs de vin dans le coin. Alors des produits vins qui étaient plutôt connus pour la quantité à l'époque que pour la qualité, mais ensuite, ça c'était il y a 40 ans, et les progrès accomplis ont été absolument considérables. Il y a beaucoup de jolis producteurs de vin là-bas désormais. Et le rugby, bien sûr, c'était une ambiance qui donnait à la ville de la fierté. La fierté collective, fierté de son équipe, avec les Palmiers, Estève, Jean-Louis Martin, Armand Vaquerin, Jack Cantoni, Richard Astre, Henri Cabrol, tous ces joueurs qui ont bercé notre jeune temps et dont on vibrait en écoutant les exploits ou en regardant les exploits. Et ça crée une ambiance, ça crée quelque chose qui était très fédérateur dans la ville. J'ai commencé tout à l'heure en parlant de fédérer les énergies, c'était très fédérateur dans la ville de Béziers. Et bien sûr, ça a compté dans ma construction personnelle. Voilà. La dimension vin a compté aussi, puisque j'ai avec des amis repris un domaine viticole depuis, mais pas dans l'Hérault, dans le Gard, du côté d'Uzès.
Le vin et le rugby, donc deux des passions qui te caractérisent. Tu en as parlé un petit peu, mais tu as pratiqué assez assidûment le rugby au poste de troisième ligne. Et là encore, c'est fédérer, c'est faire le lien entre peut-être les avants, les arrières. C'est un poste finalement qui te convenait parfaitement. Ah oui, ça je reconnais que c'était le poste dans lequel je me suis le plus épanoui. J'ai essayé dans la cage, j'ai été deuxième ligne aussi, mais vraiment ce qui... Et je trouve fascinant dans le monde du rugby, et d'ailleurs ça se transpose dans l'entreprise, c'est la complémentarité des rôles et des profils sur le terrain. Pour faire une équipe de rugby qui fonctionne, qui est harmonieuse, qui est efficace, il faut des piliers très solides, des rocks, il faut des gens plus grands, des deuxièmes lignes qui prennent la balle en touche, il faut des gens très rapides parmi les trois quarts, il faut des troisièmes lignes à long rayon d'action, ou bien des troisièmes lignes plaqueurs et qui collent au ballon. Et puis il y a le numéro 8 qui fait le lien entre les avants et les trois quarts, entre le pack et la charnière. Ça se voit sur le positionnement en mêlée, mais ça se voit aussi dans la complicité dans le jeu, quand le 8 décroche un deuxième rideau pour être avec le 9 et puis permettre de récupérer les ballons hauts et de repartir, de relancer l'attaque. Tout ça, c'est le monde du rugby, c'est la complémentarité des compétences et des missions qui sont assignées aux uns aux autres sur le terrain. Et donc, oui, moi j'aimais bien ce rôle de lien entre les avants et les trois quarts, entre ceux qui font la conquête, donc c'est plutôt le boulot des avants, et puis ceux qui exploitent et qui développent le jeu, ça c'est plutôt le boulot des trois quarts. Mais on voit aussi que les uns rendent service aux autres. Quand il y a des équipes dont les vertus principales, c'est la défense. Et donc ça veut dire que les trois quarts passent beaucoup de temps à défendre, beaucoup de temps à permettre de compléter la muraille pour bloquer l'avancée de l'équipe adverse, et qui, à l'inverse, peuvent bonifier les ballons de récupération avec le soutien des troisièmes lignes. Et puis ensuite, on voit maintenant qu'on a aussi des piliers coureurs, on a aussi des talonneurs extrêmement rapides, comme on a la chance d'en avoir à l'équipe de France. Et tout ça compose la symphonie du rugby. Tu as parlé du fait que tu as croisé Jean-Marc Lermé, qui est aujourd'hui à la Fédération française et contre lequel tu as peut-être joué. J'ai vu aussi que tu aurais joué contre Franck Menel. Oui, on s'est croisés sur des terrains, dans des rencontres universitaires ou dans des rencontres qui mélangeaient certains représentants du monde universitaire avec certains représentants du monde du rugby. Donc c'était sympa, parce que à l'époque, je ne sais pas si c'est préservé aujourd'hui, c'était quel que soit son niveau, on était respecté quand on foulait les mêmes pelouses et les mêmes terrains de rugby. Et ça, ma foi, c'est quelque chose qui est précieux, qui crée entre le monde amateur et le monde professionnel quelque chose de très fort. J'ai côtoyé sur le terrain de rugby Florian Gris, l'actuel président de la fédération. On est aussi de la même génération. On a aussi joué l'un contre l'autre et une paire de fois l'un avec l'autre. On avait assemblé une équipe de grandes écoles qui réunissait des joueurs de différentes origines. Et donc, c'est des liens qui sont créés sur le terrain et qui ne s'oublient pas, qui ne se perdent pas. Moi, j'ai jamais perdu le lien avec Florian, que j'avais connu quand on était tous les deux étudiants et tous les deux pratiquants. Alors avant de prendre une part très active dans le rugby, est-ce que tu as toujours conservé un lien étroit avec ce sport en regardant un petit peu toujours les résultats des uns et des autres, en t'y intéressant, en gardant malgré tes activités et ton emploi du temps très chargé? Ah, bien sûr. Bah oui, c'est une passion. On a la chance en France d'avoir un championnat très passionnant, très, très investissant. Donc on est passé par le top 16, on est maintenant en top 14. On a vu l'éclosion des Coupes d'Europe, on a vu l'importance toujours renouvelée du tournoi. Et donc oui, non seulement j'ai toujours essayé de rester très connecté à tout ça, mais y compris de connecter avec mes anciens partenaires de rugby avec lesquels on se réunit de temps en temps pour aller voir un match ou pour fêter un événement ensemble. C'est très important. Et puis c'est aussi l'ambiance qu'on retrouve ici au rugby club, donc avec tous ces passionnés qui ont développé leur propre business ou dans les affaires et qui se mêlent avec bonheur à ces représentants des grands clubs de rugby qui fréquentent aussi le rugby club. Toi qui viens du Midi, à quel moment te vient ce petit faible pour le Stade Français? Ah, alors ça, c'est une très bonne question. Je pense qu'en région parisienne, le dimanche après-midi ou le samedi après-midi, quand il faisait pas très beau, on avait la possibilité d'aller à Jean-Bouin, prendre un ticket, s'asseoir et voir jouer le Stade Français, qui au début était en deuxième division, puis qui est monté en première. C'était une sorte de récompense, c'était une sorte de plaisir qu'on pouvait s'accorder comme ça, sans l'avoir planifié à l'avance et tout. Et puis le Stade Français, ça a été une épopée. Et ce qui m'a fasciné dans le Stade Français, c'est deux choses. Outre la personnalité de Max, qui avait repris un club très ancien, le Stade Français c'est un des plus vieux clubs de France et fusionné avec le CASG. Mais les deux choses qui me fascinaient, c'est d'une part qu'il y avait des joueurs originaires de partout. Il y a eu Dimitri Zarzeski au Stade Français qui était originaire de Béziers, ça me parlait. Il y avait
des joueurs italiens, il y a eu des joueurs argentins, etc. Et parmi les plus célèbres, Pichot, Juan Martín Hernández, j'en passe. Et donc, c'était à la fois un creuset de gens qui représentaient Paris, mais qui venaient de plein d'horizons. Et donc, moi-même, en tant que provincial qui venait à Paris, je me reconnaissais là-dedans. Et la deuxième chose qui était très fascinante, c'est qu'il y avait à l'origine des joueurs qui avaient une revanche à prendre aussi, qui avaient le goût de montrer qu'ils étaient peut-être pas finis ou qu'ils étaient meilleurs que ce qu'on avait pensé d'eux. Et ça a été, je crois, beaucoup à la base des succès du Stade français dans les années 98-99, quand le club est redevenu champion de France et a recommencé à jouer vraiment les tout premiers rôles. Et donc tout ça m'a attiré et a créé chez moi une fidélité au Stade français dont je ne me suis pas départi depuis. Jusqu'à pénétrer ce club, être dans le conseil d'administration. Comment ça s'est fait, ça ? Ça s'est fait qu'à un moment donné, il a fallu réunir un groupe d'investisseurs parce que le club était en très grave difficulté financière et qu'avec quelques-uns, on réfléchissait notamment avec Richard Poole-Jones qui avait joué au club, comment est-ce qu'on pouvait trouver les investisseurs. Et là, on s'est réunis autour de Thomas Savard, de la famille Savard, qui avait apporté les fonds nécessaires, le groupe Ouverture, pour relancer le club. Et donc, modestement, à ma place, je faisais partie de ce groupe d'investisseurs à titre personnel. Et après avoir été avec mon entreprise sponsor maillot, mais là il s'agissait d'être à titre personnel investisseur et impliqué dans le club. Et c'est comme ça que je me suis trouvé investisseur, que je me suis trouvé au conseil d'administration du club et donc parmi les dirigeants et pendant un certain nombre d'années parce que c'est mon club de cœur et parce qu'il fallait joindre le geste à la parole, quoi. Il fallait pas se contenter d'être un spectateur passif. Quand il faut y aller, quoi. Il fallait mettre la tête dedans, il fallait aider à pousser et donc c'était ma manière à moi d'aider le club à pousser et je l'ai jamais regretté. Oui, un engagement fort du coup, puisque tu parles d'un engagement personnel. Absolument. Est-ce que le fait d'entrer un peu plus intimement dans la vie d'un club professionnel, ça a changé un peu ta vision du rugby pro, ou du moins des choses qui t'ont surpris, auxquelles tu ne t'attendais pas ? C'est clair que ça m'a permis de voir l'évolution du rugby qui s'est beaucoup professionnalisé. Alors professionnalisé pour la bonne chose, c'est-à-dire le suivi longitudinal des joueurs, le travail sur les skills, sur les compétences, la régularité des entraînements, la capacité de développer les moyens physiques. Beaucoup développer les moyens physiques, presque trop parfois, puisqu'on a vu que ça a mené à avoir des collisions, à avoir des chocs qui aujourd'hui ont nécessité de protéger mieux les joueurs, parce que leur densité physique et la vitesse à laquelle les chocs se produisent pouvaient occasionner des dommages, d'où le fait de protéger les joueurs, de revoir les chocs à la tête, etc. etc. Donc j'ai vu cette évolution physique. J'ai vu aussi l'évolution financière, qui est parfois, on va dire, moins sympathique. Il est bien que les joueurs gagnent bien leur vie. Il est moins sympathique de voir que le phénomène des agents a pris une ampleur aussi importante, phénomène inspiré du football qui était finalement quelque chose qui venait battre en brèche un peu la fidélité à un club ou la fidélité à ses engagements. J'ai vu des joueurs qui avaient pris des engagements moraux, qui avaient tapé dans la main et qui ensuite, poussés par leur agent, revenaient dessus ou venaient demander des choses supplémentaires. Ça, c'était pas la meilleure évolution, mais c'est un sport qui se structure. Et puis il y a ce qui a été fait pour permettre à ce que le professionnalisme permette de garantir les valeurs fondamentales du rugby. Donc de ce point de vue-là, ce qui a été fait au niveau des GIF, je l'ai vu dans les clubs, c'est bien aussi, les jeunes issus de la formation française. Donc ça permettait de préserver la notion de formation, la notion de faire éclore des talents au sein d'un club et de donner du temps de jeu à des jeunes joueurs. Et puis il y a aussi les questions de salary cap qui ont été appliquées ou en tout cas qui ont été énoncées. Il faut espérer qu'elles soient appliquées jusqu'au bout parce que le rugby n'a pas toujours été très exemplaire dans sa capacité à édicter des règles et à les respecter. Et donc c'est important que les règles édictées soient respectées parce que ça a vocation à permettre à la compétition de se faire de manière saine et pas simplement en recrutant 3-4 stars. Voilà. Et de ce point de vue-là, il y a en France des très grands clubs formateurs qu'il faut saluer. Et tout ça, j'ai pu le voir évoluer en étant proche du Stade français. On a parlé de ton engagement avec le Stade français. Il y en a aussi un autre, c'est le rugby club. Comment tu en es venu à prendre la direction de cette institution ? Ça a été très simple. Le rugby club, il a été créé au moment de la première Coupe du Monde en France en 2007 par un cercle de dirigeants d'entreprise avec Claude Bébéard, Henri Lachmann, Jean-René Fourtou et Serge Camp. Et puis une série de sympathisants au nombre desquels Philippe Donnet, dont j'ai déjà parlé, Max Wazzini notamment, et Guy Savoie et d'autres. Et donc le premier président a été Serge Camp. Ça s'appelait à l'époque les Amis des Barbarians puisqu'il y avait un lien avec les Barbarians. Ensuite le rugby club a pris son envol. Le deuxième président
président était Claude Bébéard. Et puis ensuite, on va dire que lors d'une assemblée générale, il m'a passé le flambeau parce qu'il considérait qu'il fallait mettre d'autres ingrédients et puis pousser une nouvelle génération. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé dirigeant du rugby club il y a plus de 10 ans. Et depuis, on a développé le club, on a développé le club au sens social club, le club de passionnés actifs dans le monde du rugby, les relations avec la LNR qu'on a développé et qu'on continue à développer avec René Bouscatel. Et puis on a survécu à des difficultés, on a survécu au Covid qui a imposé de fermer le club pendant plusieurs années. On a gardé la foi, on a préparé la nouvelle Coupe du Monde en France en 2023. On a créé un cercle de grandes entreprises qui soutiennent le rugby club. Il y a une vingtaine de grandes entreprises qui soutiennent le rugby club. Et tout ça a permis à cette belle idée qui était née en préparation de la Coupe du Monde de 2007 en France de prospérer et d'avoir un social club. Je dis social club, c'était un peu à l'anglo-saxonne, présent à Paris, qui réunissent des passionnés de rugby, qui ait des connexions avec le sport pro, avec le sport amateur. Et aujourd'hui, avec tout un tas d'associations, toute une grande palette d'associations qui œuvrent pour l'intégration par le sport, pour l'intégration des handicapés, pour la diversité. Et tout ça, c'est un peu l'ADN du rugby club et de son bureau que je préside aujourd'hui. Est-ce que tu dirais qu'un peu à l'image du Racing avec Jackie Lorenzetti, le rugby club a changé de dimension sous ta présidence ? Je ne sais pas si je dirais ça. Je dirais en tout cas que je suis heureux qu'il ait poursuivi ses activités, qu'il soit connu de la plupart des présidents de clubs de top 14 et de Pro D2 qui ont plaisir à venir nous y retrouver. Ce que je dirais aussi, c'est qu'en préparant la Coupe du Monde 2023, on a accueilli au 165 boulevard Haussmann, donc au rugby club, des grands joueurs. On a accueilli des internationaux qui avaient marqué l'histoire des Coupes du Monde, qui sont passés nous dire bonjour. On a bénéficié du support du Midi Olympique. On a organisé des événements avec la fédération écossaise de rugby au rugby club. On a accueilli des Sud-Africains, des All Blacks, des Australiens. Bref, on a vécu cette Coupe du Monde en France de l'intérieur et on a fait un peu du rugby club, comme on le dit, the place to be, c'est-à-dire l'endroit où de nombreux rugbymen connus, étrangers, ont eu plaisir à se retrouver. Et on a eu notamment 2 soirées privées de l'International Rugby Players, donc de l'Association internationale des rugbymen, qui se sont déroulées ici. On a aussi, nous, un lien avec le monde des arbitres à l'occasion de la Coupe du Monde, grâce aux connexions de notre trésorier Jean-Pierre Paulès, notamment avec Joël Judge. Donc on a ouvert une dimension supplémentaire de ce point de vue. Et justement, tu parles des soirées organisées. Il y en a à peu près tous les mois au rugby club, mettant souvent à l'honneur des clubs. Et les clubs répondent régulièrement à l'appel. Ils envoient des joueurs, des entraîneurs, des dirigeants. C'est aussi le signe de son influence, de l'influence du rugby club et de son aura auprès du rugby pro. Comment est-ce que vous avez gagné cette attractivité d'une part et ce réseau aussi d'autre part ? Je pense qu'il y a plusieurs raisons. La première, on a été clair, on a dit on est accueillant, on est ouvert. Et puis c'est bien d'avoir un lieu à Paris où venir se poser, où venir prendre un café, boire un verre, manger. Et donc c'est ça le rôle du rugby club, c'est au travers de ses membres d'être accueillant. Alors bien sûr, on a eu de la facilité à s'ouvrir aux 2 clubs de la région parisienne, au Stade Français et au Racing. Mais on est régulièrement visité par les gens de Toulouse, par les gens de Brive, par les gens de Lyon, par les gens de Clermont, enfin là aussi j'en passe, de Toulon, etc., etc. Et puis par des clubs qui ne sont pas tous en top 14, Suresnes, Massy, Mont-de-Marsan, etc. Donc on accueille régulièrement des amis de tous ces clubs-là. Et donc le réseau s'est étendu et on est ce lien entre le monde du rugby, de tous les rugby, puisqu'on parle aussi bien du rugby pro et amateur, du rugby féminin, du rugby développé par exemple le rugby fauteuil à ses lettres de noblesse et à droit de cité au rugby club. Et puis le monde de l'entreprise, puisque je disais, on est soutenu par des grandes entreprises et il y a beaucoup d'entrepreneurs de toutes origines, j'allais dire de tout poil, des jeunes, des vieux, des hommes, des femmes, des petites, des très grosses. Il y a des tas de choses. Il y a des professions libérales, il y a des très jeunes joueurs aussi ou des jeunes apprentis étudiants qui viennent ici. Tout ça, c'est notre satisfaction. Le rugby club se veut aussi porteur de valeurs universalistes et met en avant des projets, tu en as parlé, de développement, le rugby adapté, le rugby fauteuil, le rugby dans les quartiers. Est-ce qu'il y a un projet ou une réalisation qui t'a rendu un peu plus fier que les autres ? Et j'aurais du mal, tout simplement le fait que nous associons à chacun de nos événements des associations
pour dire que on n'oublie pas les autres, quoi. On n'oublie pas les gens qui s'investissent pour le bien commun. Et donc on n'est pas simplement dans un plaisir égoïste, mais on est dans quelque chose qui est ouvert sur l'extérieur et les associations qui sont là pour aider à l'intégration, tu l'as dit, le rugby dans les cités, ou bien à aider des enfants en difficulté ou à faire des liens avec ceux qui ont été atteints de maladies graves. Et donc on a plusieurs dizaines d'associations qui sont en lien avec le rugby club, que l'on fait connaître à l'occasion de nos soirées pour lesquelles on organise parfois des collectes ou des ventes aux enchères ou des mises en contact. Et ça finalement, je pense que c'est ça, si je dois être fier de quelque chose, et c'est une fierté collective, c'est pas une fierté personnelle, avec mes collègues du bureau, et ceux qui nous aident au sein du club, c'est de s'être ouvert sur le monde des associations et d'avoir considéré que au-delà d'avoir une passion commune, au-delà d'être content d'accueillir ici des anciens joueurs, des anciens internationaux qui sont d'ailleurs membres d'honneur, membres de droit du rugby club, on avait aussi cette ouverture vers le monde associatif, vers ceux qui s'investissent pour une cause à laquelle ils croient et qui a vocation à réparer une injustice de la vie ou à aider des gens qui en ont besoin. Voilà. Et ça, je pense que c'est quelque chose dont on peut collectivement être fier, puisque toutes ces associations, elles savent qu'elles trouvent au rugby club un lieu et un collectif qui les accueille et qui, quand on peut les soutenir, quand on peut organiser quelque chose avec eux, le fait volontiers. On arrive à la question récurrente de ce podcast, que je vais forcément adapter vu la spécificité de mon invité. J'ai pour l'habitude de demander à mes invités de quel président ils ont connu durant leur carrière. Ils se sentent finalement les plus proches en tant qu'entrepreneurs. À toi, je demanderais plutôt si un président ou un ancien président issu du monde du rugby t'a inspiré en tant que chef d'entreprise, et si oui, bien sûr, lequel et pourquoi? Alors, je l'ai déjà cité, donc je vais citer Max Guazzini, bien sûr, parce que ce qui m'a inspiré, c'est plusieurs choses. C'est reprendre un club qui avait de l'histoire, créer quelque chose de nouveau. Donc c'est à la fois la combinaison du respect pour l'histoire et l'historique, l'innovation. Max a énormément innové avec les grands matchs au Stade de France, etc., le maillot rose et tout ça. L'ouverture sur l'extérieur, et puis la performance, le succès collectif, l'aventure collective. Donc finalement, tout ça était très impressionnant, très inspirant. Et je pense que c'est une aventure humaine dont on peut beaucoup apprendre, dont on peut beaucoup s'inspirer, à laquelle on peut se référer pour avoir envie d'en vivre d'autres. Voilà. Mais c'est vraiment l'épopée du Stade français qui s'est développée avec cette dimension d'innovation apportée à un club ancestral, historique, qui retrouve les premiers rôles, qui apporte quelque chose, qui amène 80 000 personnes au Stade de France pour un match contre Toulouse, et ça s'est fait plusieurs fois, qui invite les écoles de rugby à venir voir les matchs, qui crée du nouveau sur les maillots, sur l'ambiance au sein du club, et qui en même temps garde cet esprit club, cet esprit collectif, cette ambiance si particulière qui fait que c'est pas un club de stars dilué dans une capitale, non, c'est un esprit spécifique qui est cultivé au sein d'un club qui garde son âme et son ADN. La preuve, il y a beaucoup de bénévoles qui sont au Stade français que j'ai toujours connus et qui y sont toujours, voilà, et au gré de l'évolution des actionnaires, des investisseurs, avec aujourd'hui le docteur Wild et Thomas Lombard, bien sûr, le directeur général. Tout ça, c'est préservé. Et donc, je pense que le fait d'avoir créé cette épopée en sauvegardant des choses fondamentales du club et en créant un esprit qui pouvait, j'allais dire, lui survivre, ou en tout cas se développer après lui, ça, c'est un très bon exemple qu'a donné Max Guazzini. Tu connais ce bruit, c'est la sirène, dernière possession, il y a un bonus à aller chercher, alors pas d'en avant, pas en touche. Quand j'ai démarré ce podcast, j'ai utilisé mon réseau issu de mon activité, qui est celle de journaliste sportif spécialisé dans le rugby, et je me suis aperçu qu'en effet, il y avait un nombre important d'anciens joueurs, et même de joueurs actuels, qui choisissaient l'entrepreneuriat pour assurer leur reconversion, comme si le fait d'entreprendre, de créer, de mener des équipes aussi, était plus naturel au rugby qu'ailleurs. Est-ce que ce que je te dis t'étonne ? Je crois que non. Et comment tu l'expliquerais ? Ça ne m'étonne pas du tout. Il y a une forme de parenté et de continuité. D'abord, au rugby, la multiplicité des combinaisons possibles fait qu'on peut inventer son entreprise, son plan de jeu. Il y a toujours des équipes qui surprennent. Voilà. La deuxième chose, c'est que ce qui compte dans le rugby, c'est la performance collective, c'est-à-dire qu'on peut avoir des individualités qui sur le papier sont moins remarquables que celles de l'adversaire. Si le collectif est très soudé, eh bien, n'importe quelle équipe peut subitement en embêter une autre. On l'a vu avec la Coupe du Monde. Tiens, je vais citer l'exemple de l'équipe des Portugais,
qui a fait de très belles performances, qui a développé du beau jeu que personne n'attendait peut-être à ce niveau-là. Et donc finalement, les entreprises aiment bien aller chercher des anciens joueurs de rugby parce qu'ils savent que c'est des gens qui ont le sens du collectif et de l'effort et qui ont ce qu'il faut d'humilité mais aussi ce qu'il faut d'engagement pour respecter l'entreprise dans laquelle ils arrivent et donner le meilleur d'eux-mêmes. Et finalement, ce sont ces qualités-là qui sont recherchées avant tout par les entreprises. Et à l'inverse, je dirais que les rugbymen qui ont compris la logique d'une équipe sur le terrain, c'est-à-dire la complémentarité des rôles dont je parlais tout à l'heure, entre les gens du pack, les premières, deuxième, troisième lignes, et puis la vélocité des trois quarts, c'est des gens qui ont compris qu'il fallait de tout pour faire un monde et que chacun, avec ses compétences spécifiques, pouvait apporter sa pierre à l'édifice. Et ça, c'est très important parce que quand on a compris la complexité de la création d'un collectif au rugby, et peut-être aussi la complexité des règles, on va arriver à mieux comprendre la complexité d'une entreprise, le fait qu'il faut composer avec les tempéraments des uns et des autres, avec les règles aussi. Dans une entreprise, il y a des règles, on ne peut pas tout faire. On doit être conforme à un certain nombre d'obligations, on ne doit pas transgresser toute une série de limites, et en même temps, on doit être capable d'innover, on doit être capable de surprendre par la bonne façon. Et je pense qu'il y a une capacité à comprendre et à s'adapter à son environnement au sein du rugby, qui ensuite est très utile pour se développer en entreprise. Donc dans les deux cas, il y a un intérêt bien compris des entreprises pour la capacité d'engagement, le sens du collectif, la loyauté des joueurs de rugby, et pour les joueurs de rugby, une capacité d'adaptation, de lecture des situations complexes, de compréhension des règles qui ensuite sont très utiles à l'entreprise. Donc finalement, pas d'étonnement. Le rugby club a organisé quelques soirées mémorables sous ta direction. On a dit qu'on ne bottait pas en touche. Quel est l'invité qui t'a le plus marqué dans le bon sens du terme et celui qui t'a le plus surpris avec peut-être une personnalité un peu différente de l'image que tu t'en faisais ? Voilà, c'est une question difficile, très difficile, parce qu'on a eu beaucoup de personnalités qui sont venues au rugby club. Mais bien sûr, parmi les anciens joueurs, j'ai été très intéressé par des conférences ou des explications que nous ont données des gens comme Pierre Villepreux, par exemple, qui a passé beaucoup de temps avec nous, notamment pendant la Coupe du Monde. J'ai beaucoup apprécié aussi récemment la présence de certains arbitres qui sont venus nous expliquer comment est-ce qu'ils avaient vécu la Coupe du Monde et comment est-ce qu'il fallait comprendre, lire les situations qui parfois sont pas comprises par les spectateurs devant leur écran de télévision ou même bien sûr les spectateurs dans le stade. Donc voilà, il y a eu beaucoup de personnalités qui sont passées ici et qui nous ont impressionnés, et puis il y a toutes les histoires qu'on raconte autour du monde du rugby. Alors bien sûr, quand on entend Jean Gachassin raconter une histoire, on est transporté dans un autre univers, un autre monde. Je voudrais citer la mémoire aussi de quelqu'un qui est très important pour moi, qui est Jean-Pierre Bastia, qui au rugby club nous a fait profiter aussi de quelques-unes de ses anecdotes savoureuses et puis de son immense parcours de très grand joueur et aussi de grand chef d'entreprise. Je m'offre une dernière question. On parle souvent des valeurs du rugby. Est-ce que ces valeurs, qui imprègnent en général ceux qui l'aiment, ont parfois orienté tes choix pour choisir un collaborateur ou un partenaire, écartant par exemple quelqu'un qui te paraîtrait peut-être un peu trop individualiste, ou favorisant au contraire un autre qui porterait plus ces fameuses valeurs ? Eh bien, la réponse est oui. La réponse est claire. Je ne vais pas dire que pour obtenir une responsabilité dans mon entreprise, il faut avoir joué au rugby. Non, parce que ça, ce serait complètement inexact. En revanche, lorsque on est porteur de ces valeurs d'engagement, et souvent par le sport. Moi, j'ai des collègues, femmes et hommes d'ailleurs, qui se sont distingués parce qu'ils avaient des qualités sportives en natation, en athlétisme, en escrime, en judo, que sais-je. Et bien sûr, la capacité d'engagement, la fidélité à ces valeurs, la capacité aussi à respecter un protocole d'entraînement, d'effort, etc., à tenir sur la durée, à être résilient, tout ça, c'est des qualités très importantes dans le monde de l'entreprise. Et donc, le parallèle avec le sport ou la qualité démontrée dans le sport, oui, c'est un critère dont je me suis servi pour recruter ou pour promouvoir des gens. Oui. Eh bien, merci beaucoup Jean-Laurent d'avoir été mon invité dans Terrain Conquis. Qu'est-ce que je pourrais te souhaiter, puisqu'on est en début d'année, donc c'est de bon ton, personnellement, à ton entreprise Generali et au Rugby Club pour cette année 2024 ? Alors pour le Rugby Club en 2024, après une belle année marquée par la Coupe du Monde, qu'il puisse vivre un très beau tournoi, un beau top 14, et puis que la dynamique créée au sein de la Coupe du Monde se prolonge à travers tous ceux qui ont découvert le Rugby Club à cette occasion-là et qui vont pouvoir venir y fêter des événements. On aura, avec les JO 2024,
le rugby à 7 et Antoine Dupont peut-être l'occasion de fêter des exploits uniques et totalement exceptionnels ici au rugby club. Donc je lui souhaite de garder cette dynamique et d'attirer des membres nombreux et surtout motivés et qui apporteront ici leurs propres valeurs, leur propre sincérité, loyauté et sens du collectif. Et sinon pour mon entreprise Generali France, ce que tu peux lui souhaiter, c'est de poursuivre son beau parcours, de continuer à innover et à démontrer sa capacité d'adaptation et de transformation, parce que notre métier à nous, c'est de garantir les risques, d'être la ceinture de sécurité de l'économie, des ménages et des entreprises qui nous font confiance. Et Dieu sait que les risques, ils sont nombreux, ils s'extrémisent, si je puis dire, ils s'intensifient tous les jours, les risques climatiques, technologiques, etc. Et donc, ce que je lui souhaite, c'est de continuer à démontrer sa capacité d'adaptation et d'excellence pour répondre aux défis qui sont nombreux et que l'environnement nous offre tous les jours. Eh bien, merci beaucoup, Jean-Laurent. Merci à toi.